Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre première invitée pour commencer cette semaine est Maria Arena. Bonjour. Bonjour. Sénatrice du Parti Socialiste et désormais, c'est officiel depuis hier, tête de liste pour le PS aux élections européennes. C'est pas vraiment une surprise, c'est un peu un retour, une revanche? J'aime pas le mot revanche parce que je pense qu'en politique, on doit toujours prendre le temps de ce qui nous est proposé. Surtout, moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'un parti, c'est une organisation qui vous donne l'opportunité de défendre un certain nombre de valeurs et d'idées que vous avez. Et donc, ce parti m'a donné la possibilité de le faire en tant que ministre, souvent, mais il m'a aussi donné la possibilité de le faire comme député, sénateur. Et aujourd'hui, j'ai cette occasion d'aller vers l'Europe qui me semble un vrai enjeu parce que ça donne un certain nombre d'orientations sur la vie de nos concitoyens. Et ce sont toujours des mesures qui viennent 3 ans après, c'est-à-dire quand elles sont décidées à l'Europe, on ne s'en occupe pas vraiment. Et puis quand elles ont des effets sur le citoyen, on se demande mais d'où ça vient. Ouais, mais vous avez été ministre au gouvernement wallon, au gouvernement fédéral, ministre-présidente de la communauté française en charge de l'enseignement. Il y a même eu un décret inscription qui a porté votre nom. Est-ce que vous ne regrettez pas ce passage dans l'exécutif où on a beaucoup de pouvoir, où on peut prendre des décisions qui ont un impact immédiat, qu'on mesure tout de suite? Non, pas du tout. En fait, je trouve que ce sont des moments en politique qui sont bien entendu importants, qui sont les moments de la décision. Mais en politique, il y a aussi d'autres lieux qui permettent de faire de la politique et les parlements sont des lieux importants. Ouais, même si le Parlement européen paraît un peu éloigné et qu'il n'est pas au centre de nos débats? Justement, il devrait être au centre de nos débats parce qu'il organise au quotidien notre vie. Et donc, ça me semble vraiment très important. Je prends un exemple sur la directive détachement des travailleurs. Aujourd'hui, on a des travailleurs qui sont mis en concurrence déloyale, donc qui ne trouvent plus d'emploi, voire qui perdent leur emploi. On a des entreprises qui sont asphyxiées par cette concurrence déloyale. Et c'est une directive qui a été prise au niveau de l'Europe et qui est mais complètement dysfonctionnante, c'est-à-dire qui crée vraiment des problèmes au quotidien, ici à Bruxelles, en Belgique et de manière générale en Europe. Alors, vous êtes tête de liste. En deuxième position, on trouvera Marc Tarabella, oui. Député européen sortant. Et en troisième position, Hugues Bayet. C'est un savant équilibrage géographique, une bruxelloise, un liégeois, un nuillé. En politique, c'est aussi important de pouvoir représenter les différentes régions. Et là, on a effectivement la région de Liège, qui est une région importante, la région de Charleroi, qui est également en matière de développement économique importante, et Bruxelles, qui n'avait plus de députés européens depuis un certain temps. Pour le PS. Donc, pour le PS, bien sûr. Et donc, il était important de pouvoir aussi avoir une représentation de Bruxelles à la liste européenne. Ouais. Et l'objectif, c'est de repasser 3 députés comme lors des dernières élections? Alors, l'objectif est double. Il est bien entendu de pouvoir maintenir effectivement les sièges, mais il est aussi d'apporter une force politique au Parti socialiste européen qui permettra aussi, on l'espère après le 25 mai, d'être le premier parti européen, la première famille politique, et qui, on le sait, avec la modification des traités, permettrait d'entraîner également un président socialiste. Ça, c'est pas gagné, honnêtement, c'est pas gagné. Maria Arena. C'est pas gagné. Parce que le PSE, donc Parti Socialiste Européen, auquel elle fait référence, il a quand même de fortes chances d'être devancé par le PPE, Parti Populaire Européen, qui sont, allez, on va dire, grosso modo, les démocrates chrétiens au niveau européen. Alors aujourd'hui, c'est le cas. Le PPE est le premier parti. Ouais. C'est un parti qui est un parti de droite, conservateur, et nous voulons qu'il y ait une gauche qui soit beaucoup plus marquée au niveau de l'Europe. Et nous espérons qu'après le 25 mai, avec l'ensemble des élections du 25 mai au niveau européen, nous puissions avoir un parti socialiste qui soit le premier parti. Donc le nouveau traité dit que les partis européens vont proposer des candidats présidents à la Commission. Ouais. Il faut que le candidat président qui soit présenté soit par votre parti, le PSE, soit par les démocrates chrétiens européens. Il faut que ce soit celui-là qui soit choisi par les chefs d'État et de gouvernement. Alors si le Parlement, effectivement, si la démocratie parlementaire dit qu'il faut une Europe qui soit à gauche, c'est-à-dire si le premier parti devenait ce parti-là, eh bien entendu, nous plaiderions pour que M. Martin Schulz soit le président de la Commission. Martin Schulz, c'est le candidat socialiste. C'est le candidat socialiste. Et donc c'est ce qui est prévu actuellement au niveau des traités. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à Véronique de Keyser, qui était députée européenne sortante, et qui a un peu fait part de son amertume? Alors moi, je peux comprendre plutôt sa déception. Vous lui avez piqué sa place? Non, moi je peux comprendre sa déception. Vous savez, en politique, la vie en politique n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, voilà, Véronique est une femme déçue aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup travaillé au niveau de l'Europe. Elle a presque 70 ans aujourd'hui et elle aurait voulu pouvoir continuer quelque chose. Aujourd'hui, ce qui s'est fait au niveau de la constitution de la liste n'a pas repris Véronique de Keyser.
Je pense qu'on ne doit jamais rester sur de l'amertume ou sur de la vengeance. Il faut plutôt devenir raisonnable et de Est-ce dire... qu'elle paye un voyage en Syrie qu'elle a effectué et qui n'a pas fait plaisir à tous les socialistes? Je ne pense pas que le bilan... qui est apparu un peu comme un soutien à Bachar el-Assad. Je ne pense pas que le bilan d'un homme ou d'une femme politique se limite à une visite en Syrie à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, la question était plutôt de dire comment est-ce qu'on renouvelle une partie de ces listes, et ça a été l'optique du Parti socialiste actuellement. Je pense que Véronique est une femme intelligente et qu'elle ne restera pas sur cette amertume. Alors, Elio Di Rupo, ce matin, dans un interview, disait si on a un gouvernement des droites, c'est l'expression qu'il a employée, ce sera un bain de sang social. Est-ce que l'expression n'est pas un peu forcée ? Je ne pense pas qu'elle est forcée, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été mis sur la table par les droites, effectivement... C'est qui les droites ? Les droites, on peut regrouper dans les droites la NVA, le VLD, le MR. Aujourd'hui, on a eu un gros débat, par exemple, sur la question des chèques repas. Le VLD voulait qu'on supprime la question des chèques repas, ou en tout cas qu'on la mette sur la fiche de salaire. Et ça voulait dire, effectivement, que ça posait une difficulté par rapport à la fiscalité sur ces chèques repas ou autre chose. On allait payer. Et donc, on voit des propositions qui viennent de la droite et des droites avec un soutien massif de la NVA sur des propositions telles que celle-là. Et donc, oui, ça ferait un bain de sang en matière, par exemple, de l'index. Oui. C'était les premiers à dire qu'ils ne voulaient plus l'index. Alors aujourd'hui, à la veille des élections, ils disent oui, mais finalement, l'indexation des salaires, peut-être qu'on serait prêt à revoir notre position. Mais c'était les premiers à demander que cette indexation des salaires... Quand on parle de bain de sang social, on pense à les suppressions d'emplois. Mais nous, quand on parle de bain de sang social, c'est la sécurité sociale. C'est-à-dire toutes ces structures qui permettent d'avoir une solidarité à l'intérieur de notre pays. La NVA ne veut pas de cette solidarité. Et le MR viendrait soutenir effectivement la NVA dans cette demande. Ouais. Donc pour moi, le bain de sang social serait vraiment une attaque directe à notre sécurité sociale. Et vous croyez vraiment que le mouvement réformateur va aller gouverner avec la NVA ? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'alliance scellée. Je pense qu'il y a des élections et que le mouvement réformateur, qui est un mouvement démocratique, n'ira pas dans une alliance pré-organisée avec la NVA. Mais dans les contenus, ce que l'on entend de la NVA est bien entendu ce qui est soutenu par le MR. C'est la même chose. Beaucoup de choses sont semblables, en tout cas dans le programme économique. Vous ne forcez pas un petit peu le trait ? Non, beaucoup de choses sont semblables dans le programme économique qui est porté par la NVA et par le MR. D'ailleurs, on peut voir des leaders de la NVA dans certains journaux à connotation MR importante. Vous pensez à quel journal ? Des journaux qui sont adressés plus à un milieu plus économique. Ouais. Le gros clivage aujourd'hui entre la droite et la gauche, c'est la réforme fiscale, puisqu'on l'entend beaucoup depuis plusieurs semaines. C'est quoi l'intérêt d'une réforme fiscale si au total elle ne baisse pas la fiscalité ? C'est juste une redistribution entre les plus nantis et les moins nantis ? Non, je pense que la fiscalité est quelque chose d'important parce qu'elle est un outil effectivement de redistribution. Alors cette fiscalité, elle doit être gérée correctement, c'est-à-dire que quand elle est trop haute, il y a un souci de compétitivité de nos entreprises, mais quand elle est trop basse, il y a un souci de soutien à notre société, par exemple en matière d'éducation, qui est bien entendu important pour nos entreprises également. Donc il ne faut pas vider les caisses de l'État, c'est ça ? Il ne faut ni vider les caisses de l'État, ni avoir un souci de compétitivité. Et d'où, nous, ce que nous proposons, c'est de faire une réforme fiscale qui ne soit pas linéaire, c'est-à-dire qui ne donne pas plus d'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup, mais au contraire, une réforme fiscale qui augmente le pouvoir d'achat des personnes qui sont des personnes des classes moyennes, qui aujourd'hui sont en souffrance. Elles souffrent aujourd'hui, ces personnes. Donc il faut augmenter leur pouvoir d'achat, mais il faut aussi abaisser la fiscalité des petites et moyennes entreprises et des entreprises qui investissent dans l'emploi, c'est-à-dire celles qui sont dans l'économie réelle. Et comment on fait pour que ce soit budgétairement neutre, puisque c'est ce que le PS annonce ? Eh bien justement, nous avons un programme fiscal qui est tout à fait équilibré, avec une réallocation des intérêts notionnels, par exemple, pour pouvoir venir plus avec des actions ciblées sur les entreprises. Et donc ça, c'est simplement, on réaffecte une partie des intérêts notionnels qui aujourd'hui est estimée à 1,5 milliard plus ou moins. Ce sont les aides pour les grandes entreprises. Donc ça, ce sont les aides pour les grandes entreprises. Et pour le reste, ce sont des diminutions de fiscalité pour les bas revenus, mais qui peuvent être compensées par une fiscalité sur le capital, par exemple, et surtout la lutte contre la fraude fiscale. Et on risque pas de voir des grandes fortunes partir ou des entreprises partir ? Non, je pense que ce qui est proposé par le programme du PS, c'est de dire 1% de notre population est une population qui a extrêmement beaucoup de richesses. Et donc ce 1% peut contribuer légèrement. On n'est pas là pour dire il faut que les grosses fortunes n'existent pas. On dit ce 1% peut contribuer à une réelle redistribution pour que tout le monde se sente un peu mieux. Donc c'est l'impôt sur la fortune.
On a vu en France, ça n'avait pas très bien marché, qu'il y a eu beaucoup d'exode fiscal. Oui, mais on ne peut pas non plus limiter le programme du PS à l'impôt sur la fortune. On a aussi donné beaucoup d'orientation sur la lutte contre la fraude fiscale. C'est une réelle injustice, la fraude fiscale. Et donc, pouvoir aller chercher des moyens, et John Crombie dans le gouvernement a fait un travail exceptionnel actuellement, beaucoup plus en 2 ans que tout ce qui a été fait en 10 ans. Ouais. Et donc, il y a là des moyens à aller chercher. Au niveau européen, vous savez, l'évitement fiscal, c'est 1 milliard d'euros par an. Et donc, il y a vraiment là de l'argent à aller chercher. Alors, on a bien vu qu'il y avait un clivage sur cette réforme fiscale pour la campagne belge, donc notamment pour législative. Est-ce que vous pouvez me dire en 30 secondes la grande différence au Parlement européen entre ce que vont faire des députés européens socialistes et leurs collègues du MR, du CDH et des colos? Est-ce que finalement les Belges ne votent pas toujours pareil? Non, je pense que les Belges ne votent pas toujours pareil. Je pense sincèrement qu'il y a une volonté de faire de l'Europe une Europe plus sociale, plus juste et plus solidaire. Aujourd'hui, quand l'Europe dit politique d'austérité et qu'elle vient obliger les pays à couper dans les dépenses publiques, par exemple, eh bien, ce n'est pas le bon calcul. On le voit, la Belgique a réussi à faire un équilibre entre de la gestion budgétaire saine et des plans de relance. Eh bien, la différence entre les socialistes à l'Europe et les libéraux ou les conservateurs du PPE, eh bien, c'est justement de dire qu'il faut investir dans des plans de relance. Ce n'est pas le discours du parti de Cameron, aujourd'hui, qui est le parti de Verhofstadt. Ouais. Et puis, si vous prenez des exemples belges... Pardon ? Et si vous prenez des exemples belges... C'est-à-dire ? Parce que vous parlez de Cameron. Eh bien, ce n'est pas le discours de Verhofstadt, ce n'est pas le discours de l'ensemble. Je ne connais pas le tête de liste aujourd'hui du MR qui a été annoncé, mais ce n'est pas le discours du MR à l'Europe en tout cas, et ce n'est pas le discours du CDH non plus à l'Europe. Si vous vous engagez à l'Europe, ça veut dire qu'on ne vous verra plus sur la scène régionale bruxelloise? Pas du tout, justement, parce que moi, je veux faire de l'Europe l'outil de la proximité. Je veux arrêter qu'on dise l'Europe, c'est loin. Et en plus, quand on est à Bruxelles, l'Europe, c'est vraiment tout près. On vit avec l'Europe. Et donc, je veux faire de l'Europe notre projet commun. Et donc, je serai aussi bien au niveau des quartiers qu'au niveau européen. Ça veut dire qu'on vous verra aux prochaines régionales ou aux prochaines communales? Ça, on verra. C'est-à-dire qu'on a tout le temps de travailler. Et donc, d'abord, faisons cette élection, travaillons là où on doit être, et puis on verra. Merci Maria Reinhardt d'avoir été l'invitée de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bonne journée à tous.